Bonjour, soyez les bienvenus dans l'émission Curieuse et fiers de l'être. Bienvenue dans Xenius, depuis Hambourg, dans le quartier de St. Pauli, le plus animé et le plus coloré de la ville. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'homosexualité, ou plutôt l'attitude de notre société face à elle. On sait que dans n'importe quel pays, dans n'importe quel secteur professionnel, dans les villes comme à la campagne, et dans chaque paroisse, sans aucune exception, il y a des homosexuels. Pourtant, même s'il y a déjà eu de grandes avancées pour leurs droits et qu'on vit dans une société plutôt tolérante, les homosexuels restent la cible d'attaques. Cette hostilité à leur rencontre, ça s'appelle l'homophobie. Alors d'où vient-elle et pourquoi est-elle toujours aussi répandue? On l'a vu encore récemment en France, par exemple, lors des nombreuses manifestations qui s'opposaient au vote de la loi sur le mariage pour tous l'an dernier. Beaucoup de Français ont été choqués de voir qu'autant de gens considéraient encore le mariage homosexuel comme un sacrilège. On pourrait croire que dans des pays comme les nôtres, l'homosexualité est désormais socialement acceptée. Malheureusement, c'est encore loin d'être le cas. Dans certains milieux, elle reste même un tabou. Par exemple, dans les stades de foot. On y reviendra plus tard, mais tout d'abord, voyons ce que la loi prévoit pour les unions entre personnes du même sexe en Allemagne et en France. Allemagne, août 2001. Les couples homosexuels obtiennent enfin le droit de se dire oui. À peine la loi sur le partenariat de vie est-elle promulguée que les bureaux d'état civil sont pris d'assaut. Trois Länder, la Saxe, la Bavière et la Thuringe, tentent un recours juridique contre la nouvelle loi, mais en vain. Quand le tribunal constitutionnel fédéral s'est prononcé pour la loi, j'ai pleuré pendant une bonne demi-heure. Ça m'a beaucoup ému que l'Allemagne avance enfin vers la tolérance, après tant d'années d'immobilisme. C'est très beau. Les couples homosexuels peuvent désormais porter le même nom. Ils bénéficient des mêmes droits patrimoniaux et successoraux que les hétérosexuels. Mais certains avantages leur sont encore refusés. On peut désormais hériter l'un de l'autre. Mais on n'a aucun avantage fiscal, même pas sur l'impôt sur le revenu. Et non pas non plus sur le droit d'adopter. Il reste beaucoup à faire. On n'est pas encore égaux. On parle volontiers de mariage homo, mais on est encore loin du vrai mariage. Et du côté français, que dit la législation? Pendant longtemps, rien n'a bougé. Mais enfin, le 12 février 2013, l'Assemblée nationale adopte en première lecture la loi sur le mariage pour tous. Pour 329, contre 229, l'Assemblée nationale a adopté. C'est officiel, les couples homosexuels français ont désormais les mêmes droits que les hétérosexuels. Mais la contestation ne faiblit pas, jusque dans l'hémicycle. Tandis qu'à Paris, les anti-mariages gays poursuivent leurs actions, Vincent Autain et Bruno Boileau préparent le leur à Montpellier, le premier mariage gay de France. C'est que du bonheur, on va s'unir, mais on ne peut s'unir que parce que les gens ont su s'unir les uns aux autres pour remporter un combat. Ça a créé un mouvement de solidarité qui a fait qu'on a tous défendu cette notion d'égalité qui nous est chère. L'Allemagne emboîte le pas à la France. En juin 2013, le droit fiscal est amendé. Tous les couples allemands bénéficient des mêmes droits, à une exception près, le droit à l'adoption conjointe. Oui, et même si la loi suit enfin l'air du temps, il n'est pas toujours facile aujourd'hui de parler ouvertement de son homosexualité. Encore moins dans certains cercles typiquement masculins comme la police, l'armée ou le football. Sauf dans ce club de Hambourg. En voici la preuve. Le club de foot du FC St. Pauli s'engage clairement contre l'homophobie. Dans ce stade, tout spectateur surpris à vociférer des insultes homophobes est sanctionné. Malgré tout, peu de footballeurs osent faire leur coming out. Voici l'histoire poignante d'un homme courageux, un as du ballon qui a joué pour l'équipe nationale espoir de l'ancienne RDA.
Être gay et footballeur professionnel, impensable. C'est aussi ce que pensait Marcus Urban, qui a longtemps caché son homosexualité. Être sur le terrain, faire valoir ses capacités de footballeur, jouer dans de grandes équipes, devant un public, c'était génial. J'adorais ça. Mon estime personnelle dépendait entièrement du foot, puisque j'y étais doué. Ma grande peur, c'était donc qu'à cause de ma différence, de mon homosexualité, j'en sois exclu et que je ne vaille plus rien. À l'époque, il est convaincu que les homos n'ont pas leur place dans le monde viril du football. Commence alors un jeu de cache-cache épuisant pour ses nerfs. Je ne pouvais me confier à personne, puisque je refusais moi-même d'ouvrir les yeux. Je ne pouvais même pas m'avouer que j'aimais les hommes. Donc je réfrénais tout et ne laissais aucune place à la sexualité dans ma vie. Je n'ai eu aucune expérience jusqu'à l'âge de 20 ans. Sélectionné dans différentes équipes de jeunes footballeurs d'Allemagne de l'Est, Marcus Urban côtoie de futurs grands joueurs, comme Bernd Schneider et Thomas Linke. Il progresse jusqu'à être sur le point de se hisser en 2e division du championnat fédéral allemand. J'étais dans le contrôle permanent. Je m'efforçais de ne pas me faire remarquer, de ne paraître ni différent, ni trop sensible. Je me comportais de façon très agressive sur le terrain. Je m'énervais facilement, une vraie boule de nerfs. Je faisais tout pour ne pas sortir du lot. Et ça fonctionnait plutôt bien. Mais à 20 ans seulement, le footballeur se sent déjà en fin de course. Par chance, la réunification du pays lui ouvre de nouveaux horizons. Le climat en Allemagne a changé, donc ma vision des choses et mon état d'esprit aussi ont lentement évolué. L'idée a commencé à mûrir que je pouvais faire autre chose de ma vie. C'est alors que je me suis blessé. Et j'ai compris que je n'arriverais jamais à retrouver un niveau suffisant pour jouer en 2e division. Il me manquait même la force mentale pour cela, puisque je m'épuisais à maintenir les apparences. Marcus Urban décide de renoncer à sa carrière de footballeur professionnel. Il peut enfin vivre ouvertement son homosexualité. Aujourd'hui, il aide les autres à faire leur coming out en tant que coach indépendant. Il est aussi conseiller en marketing pour des artistes handicapés. Ne plus devoir me cacher m'apporte plus d'assurance. Je mène une vie plus honnête, puisque selon la situation, je peux choisir soit de parler de moi, soit de ne rien dire. Je ne suis évidemment pas du genre à en rajouter, à dire « bonjour, je suis gay », mais je ne le cache pas pour autant. Son espoir, que d'autres joueurs suivent son exemple. On voit que vous êtes à l'aise sur un terrain. Oui, c'est le cas. Impressionnant, bonjour. Bonjour. Je vois que vous n'avez pas perdu la main. On peut se tutoyer, c'est la coutume dans le sport. D'accord. Tu sembles avoir les pieds sur terre, être un homme détendu et ouvert. J'ai du mal à t'imaginer en joueur de foot tourmenté et agressif. Ce n'était vraiment qu'une façade ? C'était une manifestation de mon mal-être. J'étais dans un état de tension incroyable. J'étais très agressif, je provoquais les autres joueurs, je les taclais, je les blessais. Mes adversaires, je les traitais même de sales pédés. Mais aujourd'hui, je peux être tel que je suis. C'est d'autant plus précieux que j'ai vraiment dû me battre pour y arriver. Voilà le message que je veux transmettre aux gens, homo comme hétéro. J'ai une question volontairement provocante. N'y a-t-il vraiment aucun joueur gay parmi les Bleus ou dans la Mannschaft ? Il y a des joueurs gays dans toutes les sélections nationales de foot. C'est une supposition que tu fais ou une vérité statistique ? D'abord, on le sait pertinemment. Ensuite, les statistiques montrent qu'environ 10% de la population est homosexuelle. Logiquement, c'est pareil dans le sport. Même s'il peut arriver que par hasard, dans une équipe, il n'y ait aucun joueur ou joueuse homosexuelle ou bisexuelle, alors qu'une autre équipe de football en comptera 5. Ce n'est pas exclu.
Quel est le pire qui puisse arriver à un joueur ouvertement gay à son entrée dans un stade? À l'époque, quand j'arrivais dans ce stade du FC St. Pauli, pour des matchs à l'extérieur, je m'imaginais souvent que les milliers de spectateurs allaient hurler « sale pédé » en me voyant. Voilà le genre de choses qui seraient très dures, surtout avec la pression qu'un joueur subit déjà. Il faut être performant, ne pas décevoir, puisque tout le stade attend un match digne de ce nom. C'est ça la plus grande crainte. Mais le contraire est déjà arrivé, avec Robbie Rogers, un joueur américain et gay déclaré. Pour son premier match après son coming out, il a été accueilli avec des applaudissements. Tout le stade l'a acclamé. Peut-être que d'une certaine façon, on a plus avancé qu'on ne le croit. Quand penses-tu qu'on pourra enfin saluer les premiers footballeurs ouvertement gays à jouer en équipe nationale française ou allemande? Il faut d'abord changer tout le climat ambiant. Nous devons poursuivre le travail d'information et d'éducation sur le sujet, mais en y ajoutant la notion de bonheur, de joie de vivre. Cela ne doit plus être un sujet difficile à aborder, mais un soulagement. Il faut aussi rendre justice aux hétéros, puisque tous ne sont pas homophobes. Seule une petite minorité est homophobe. Les gays, les lesbiennes, les bisexuels ou les personnes transgenres doivent enfin pouvoir être eux-mêmes. Merci. Et bonne chance pour atteindre ton but. Merci. Oui, il y a encore du chemin à faire. Le combat continue car l'homophobie n'est pas un phénomène récent. Pour comprendre ses implications, voici un retour en images sur l'homosexualité et sur l'homophobie à travers les âges. L'histoire de l'homosexualité est sans doute aussi vieille que celle de notre monde. Dans la Grèce antique, la rumeur veut qu'Alexandre le Grand ait aussi aimé les hommes. Héphaïstion, son meilleur ami et garde du corps, semblait avoir ses faveurs particulières. Au début du Moyen-Âge, l'acte sexuel entre deux hommes ou deux femmes n'est pas condamné, à condition que les pécheurs fassent ensuite pénitence. En effet, à l'époque, on n'est pas censé faire l'amour juste pour le plaisir, mais dans un but bien précis, procréer. Au milieu du XIIIe siècle, changement de ton. L'homosexualité est proscrite dans presque tout l'espace européen. Les coupables sont envoyés au bûcher. La Révolution française proclame une nouvelle devise, liberté, égalité, fraternité. Une déclaration qui se veut universelle et s'étend donc aux homosexuels. En France, l'homosexualité restera dépénalisée jusqu'en 1942. En Prusse, un peu moins ouverte d'esprit, la peine de mort pour homosexualité est commuée à la fin du XVIIIe siècle en peine de prison. Une condamnation inscrite dans le code pénal allemand au tristement célèbre paragraphe 175. Détail important, les actes sexuels entre femmes, eux, ne sont pas réprimés. Le régime nazi amende et durcit le paragraphe 175. Des dizaines de milliers d'homosexuels sont persécutés et déportés dans les camps de concentration. Dans les années d'après-guerre non plus, il ne fait pas bon être homo. En France, le député Paul Mirguet fait voter en 1960 un amendement au code pénal inscrivant l'homosexualité dans la liste des fléaux sociaux, au même titre que la toxicomanie et l'alcoolisme. En Allemagne de l'Ouest, la version durcie du paragraphe 175 reste en vigueur jusqu'en 1969. Cette même année, à New York, des émeutes éclatent après un raid de la police dans un bar gay de Christopher Street. C'est le début de la lutte pour les droits civiques des homosexuels. Depuis, chaque année, des marches sont organisées dans de nombreuses villes sous le nom de Gay Pride, Christopher Street Day ou Marche des Fiertés. La France a récemment autorisé le mariage entre personnes du même sexe. En Allemagne, les homosexuels peuvent conclure un partenariat de vie déclaré. Et maintenant, tout va pour le mieux ?
Une question que je vais justement poser au professeur Udo Rauchfleisch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue à l'université de Bâle et étudiez le sujet de l'homosexualité. Quel est votre avis? Est-ce que tout va pour le mieux? On pourrait effectivement croire que tout va pour le mieux. Mais en réalité, même si les choses ont bien changé au cours de ces 20-30 dernières années, on continue à avoir des problèmes concernant l'homosexualité dans l'espace public. Une société où l'homophobie reste très présente, qu'est-ce que ça nous révèle? Cela montre qu'une certaine crainte demeure parce que l'homosexualité remet en question le rôle traditionnel de l'homme. Il est d'ailleurs intéressant de constater que dans toutes les études sur l'homophobie, les hommes se montrent bien plus homophobes que les femmes. De mon point de vue, c'est en partie dû au fait que les femmes ont plus réfléchi à leur place dans la société et savent par ailleurs ce que cela fait d'être exclues. Pourquoi est-ce que la conquête, si j'ose dire, par les homosexuels de certaines institutions sociales, comme le mariage par exemple, apparaît-elle comme une menace? C'est un argument parfaitement absurde, mais qui revient régulièrement. Mettre l'union entre deux personnes de même sexe sur le même plan que le mariage représenterait une menace pour la famille. C'est une véritable ineptie. Ce n'est en rien une menace, à part peut-être pour le rôle traditionnel de l'homme. Mais il est ridicule d'imaginer qu'en autorisant le mariage entre personnes du même sexe, tous les hommes et toutes les femmes vont conclure des unions homosexuelles. Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'au cinéma ou à la télé, on apprécie les personnages gays, drôles et excentriques, alors que dans la vraie vie, dès qu'ils quittent ce rôle, dès qu'ils sortent de ce cliché, ils sont encore rejetés? D'une certaine façon, cela me semble être une bonne chose qu'il y ait un gay ou une lesbienne dans chaque feuilleton télé. C'est presque devenu une convention et cela encourage l'ouverture d'esprit. On l'accepte parce qu'il s'agit de show business. Mais dès que cela touche au réel, à travers les voisins ou la famille, quand il s'agit de l'enfant ou de l'oncle, alors les gens sont concernés personnellement. Et c'est là qu'on observe un rejet. L'argument cliché des opposants français et allemands, dont la chancelière par exemple, c'est qu'il serait néfaste pour les enfants de vivre dans une famille homoparentale. Que répondez-vous à cela? Il y a toute une série d'études qui réfutent catégoriquement cette idée. Les enfants élevés dans des familles homoparentales ont le même développement que les autres. Ils présentent même de meilleures aptitudes à certains égards, comme leur savoir-être, leur sensibilité envers les rôles de la femme et de l'homme, mais aussi leur acceptation d'autres minorités. Merci beaucoup, professeur. Merci. Jetons maintenant un coup d'œil au quotidien d'une de ces familles homoparentales. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'une famille on ne peut plus banale, faisant une petite promenade. Quand on se promène tous les 5, j'imagine que les gens ont tendance à penser que nous formons deux couples classiques. Je ne sais pas s'ils remarquent que nous ne sommes pas exactement une famille comme les autres. Pour les deux couples, c'est un rêve de longue date qui est devenu réalité. On estime qu'environ 20 000 enfants allemands grandissent au sein d'une famille homoparentale. Notre configuration familiale est vraiment idéale pour Christiane et moi d'une part, et pour Urte et Suzanne d'autre part, parce qu'elle ne bouleverse pas nos couples respectifs. On n'a rien changé à notre union, tout en ayant l'avantage d'une famille élargie, avec 2 mères et bientôt plusieurs enfants. On profite de cette vie. On a toujours voulu avoir une famille et avant on ne pouvait pas l'obtenir. Aujourd'hui, grâce à ce coup de chance, on peut vivre notre rêve. C'est formidable. Et je pense que Suzanne et Urte sont du même avis. Leur fille, Anna, est d'autant plus choyée qu'elle a 2 mères et 2 pères. Une famille heureuse sur le modèle de la coparentalité. Pour l'instant, les deux couples vivent encore dans des appartements séparés. Cela fait 6 ans que Suzanne et Urte sont ensemble. Cet enfant, elles l'ont désiré pendant très longtemps.
Il nous a toujours semblé évident que le jour où on aurait un enfant, il faudrait qu'il ait deux pères. Que ce soit un couple de gays nous a donc paru tout à fait naturel. Derrière cette décision, l'idée c'était de ne pas priver Anna d'une présence masculine dans sa vie. Avec Christiane et Peter, elles ont trouvé un couple qui partage leur point de vue et avec qui elles s'entendent parfaitement. On se réjouit à chaque fois de se retrouver tous ensemble après quelques jours, de revoir notre enfant et de se raconter tout ce qui s'est passé. Comme ça, on a toutes les informations nécessaires. On sait comment va Anna et on peut s'y adapter. Tous les 5 ont désormais trouvé leur rythme de croisière. Peter et moi voulions tous les deux fonder une famille, sous une forme ou une autre. Nous aurions volontiers adopté, si nous en avions eu le droit, parce que nous avions le sentiment qu'une famille rendrait notre vie complète. Nous aussi, nous avons quelque chose à offrir. Et qu'y a-t-il de plus beau que d'accompagner un enfant dans la vie ? Cette situation familiale atypique n'est pas un problème pour Anna. Et bientôt, elle sera rejointe par un petit frère ou une petite sœur. Il est donc temps pour toute la famille de trouver un logement en commun. Petite visite sur le chantier. Voici le chantier de notre coopérative d'habitation, où on nous a gentiment proposé 2 appartements qui communiqueraient par les chambres d'enfants. Pour nous, l'avantage évident, c'est de ne pas devoir acheter chacun un appartement de 4 pièces, mais seulement de 3 pièces. C'est une solution idéale. La famille Patchwork attend son 2e enfant, prévu pour dans 2 semaines. Ce logement est une chance à saisir. Ressentent-ils parfois quelques doutes? J'ai l'impression que les gens se demandent comment ça peut fonctionner. Lequel d'entre nous, la petite, doit appeler maman ou papa? Chez qui elle dort, à quel moment? Mais nous, quand on a senti que ça marchait vraiment, ça nous a confortés dans notre idée. Anna passe la moitié de la semaine chez ses mères, l'autre moitié chez ses pères. Les 2 couples organisent aussi régulièrement des soirées en commun. Quand j'ai demandé à ma mère de s'asseoir parce que j'avais une nouvelle à lui annoncer, elle a eu une réaction très drôle. J'ai dit que j'étais enceinte et elle a répondu « Mais comment? Par l'opération du Saint-Esprit ?» Je ne l'oublierai jamais. Ils ont tout de suite été ravis pour nous, ce qui est formidable, parce que pour la génération de nos parents, ce n'est pas forcément évident. Tu veux des chaussettes qui tiennent chaud ce soir? Tu veux que je fasse les petons qui parlent? Papa Peter, mets-moi des chaussettes chaudes, sinon j'aurai froid. Les parents biologiques d'Anna sont Peter et Suzanne, qui est aussi enceinte du 2e. Ils partagent l'autorité parentale avec leurs conjoints Urte et Christiane. Tous les 4 ont longuement réfléchi à la décision d'avoir un 2e enfant. Ils ne veulent pas qu'Anna soit seule pour affronter le reste du monde. Anna sera toujours dans une situation particulière. Toute sa vie, elle devra expliquer sa situation familiale et raconter comment elle le vit. Moi, je suis convaincu que tous les 4, on saura lui apporter la force nécessaire pour se défendre si elle doit le faire. Même si, évidemment, on espère qu'elle saura parfaitement se débrouiller dans notre société. Sa vie est ainsi faite et elle le restera. Bonne nuit. Bonne nuit, fais un bon dodo.
Moi, j'attends avec impatience le jour où le premier joueur de foot professionnel français fera son coming out. Et sans que ça fasse les gros titres. Voilà qui serait beau. Oui. En attendant, je voudrais finir l'émission avec une citation de Goethe. La tolérance ne devrait être qu'un état transitoire. Elle doit mener au respect. N'est-ce pas? Absolument. Bonne continuation à vous et à la prochaine. Au revoir et restez curieux.